Bonjour, je m'appelle Laetitia Vito et je suis la cofondatrice du média Nouveau Départ avec Nicolas Collin. Nouveau Départ, c'est le journal de la crise et de la transition. On s'intéresse cette semaine à plusieurs sujets internationaux, notamment il y a une interview à venir avec François Gaudemant, un historien spécialiste de la Chine, et cette interview est absolument passionnante. Aujourd'hui, dans cet édito, j'aimerais vous parler de la Suède et de l'exception suédoise. Alors la Suède, on en a beaucoup parlé ces dernières semaines. On s'y intéresse particulièrement parce que, alors qu'aujourd'hui on parle beaucoup de la sortie du confinement et voilà, des options possibles et de comment faire, on s'intéresse particulièrement aux éventuels enseignements à tirer d'un pays qui n'a pas fait de confinement et qui fait partie d'une toute petite minorité de pays à avoir fait ce choix-là, notamment avec les Pays-Bas. Alors c'est trop tôt pour tirer des leçons avec certitude des qualités ou défauts de cette stratégie suédoise. En revanche, j'aurais voulu vous faire une petite synthèse aujourd'hui des questions qu'on se pose, des explications politiques et culturelles qu'on donne pour expliquer l'exception suédoise. Alors, qu'a fait ou que n'a pas fait la Suède qu'ont fait d'autres pays? Eh bien, c'est que la Suède a décidé très tôt de ne pas se tourner vers un confinement et vers des mesures coercitives comme les voisins européens et d'autres pays de l'OCDE. Par exemple, les écoles sont ouvertes, les écoles pour tous les enfants, à l'exception des adolescents de 16 à 18 ans qui peuvent faire l'école à distance et des étudiants à l'université dont on considère aussi qu'ils ont suffisamment d'autonomie pour faire de l'apprentissage à distance et n'ont pas besoin d'être surveillés. Les restaurants et les magasins restent ouverts avec quelques restrictions pour pouvoir permettre un peu plus de distanciation sociale. Mais par ailleurs, absolument, tout fonctionne à peu près normalement sans restrictions aussi sévères que dans d'autres pays. L'idée, c'est que ainsi l'économie sera mieux préservée et puis les libertés individuelles ne sont pas mises en péril par un état d'urgence qui mettrait des barrages plus stricts. Donc il y a quelques protections qui doivent être mises en place pour protéger des personnes âgées, mais en gros, l'idée, c'est de dire qu'il n'y a pas besoin d'avoir un confinement très strict. Alors, la ville de Stockholm, dont vous voyez une image ici, est très touchée par le virus. C'est difficile de dire que c'est le résultat du non-confinement suédois. En réalité, il y a aussi un hasard des calendriers qui fait qu'il y a eu des milliers de touristes qui étaient en vacances à la fin février, qui sont partis faire du ski dans les Alpes italiennes et qui sont donc rentrés pile au mauvais moment en Suède et qui ont été contaminés ainsi. Donc il y a effectivement beaucoup plus de malades en Suède que dans d'autres pays qui n'avaient pas forcément des vacances au même moment et qui n'ont pas forcément de tant de touristes qui sont partis skier en Italie. Ceci dit, bien qu'on ne sache pas exactement quelles sont les causes du grand nombre de contaminations en Suède, on peut dire qu'il y a effectivement plus de morts, beaucoup plus de morts en Suède que dans d'autres pays, et notamment les autres voisins scandinaves. Il y a, dans une population de 10 millions d'habitants, aujourd'hui environ 2 500 morts déjà. C'est à peu près une mortalité 10 fois supérieure aux voisins finlandais, 5 fois supérieure à la Norvège et près de 2 fois supérieure au Danemark. Beaucoup des décès qui ont lieu, environ 50%, ont lieu dans des maisons de retraite, et notamment parce que ces maisons de retraite sont des institutions de grande taille, dans lesquelles probablement la contamination est plus forte que dans des maisons de retraite de plus petite taille, qui sont peut-être plus courantes chez les voisins scandinaves. Alors, quelles sont les raisons qui sont mises en avant par les autorités suédoises pour expliquer la stratégie de non-confinement de la Suède? Bien que l'expression ne soit pas forcément tellement mise en avant, il y a cette idée de l'immunité de groupe, immunité grégaire, en anglais herd immunity, immunité de troupeau, et c'est pour ça que j'ai utilisé ici une photo de troupeau pour l'illustrer. L'immunité grégaire, c'est le phénomène par lequel une épidémie est enrayée à partir du moment, dans une population, à partir du moment où il y a un certain pourcentage des gens qui sont immunisés. Alors d'habitude, on en parle à propos de la vaccination. Là, on a étendu cette définition au fait de laisser se répandre la maladie, l'épidémie. Et certains disent que voilà, à partir de 60%,
on pourrait ainsi enrayer l'épidémie. Quand 60% de la population suédoise aura été touchée par la maladie, l'épidémie sera enrayée. Pour les Suédois, beaucoup de ces scientifiques qui prennent la parole disent que en fait, il y a beaucoup de jeunes qui l'ont eu sans développer de symptômes et que donc en réalité le taux de mortalité serait beaucoup plus faible que ce qui est montré et enregistré parce que beaucoup de gens n'ont pas été testés et donc on serait probablement déjà, disent-ils, à un pourcentage très élevé de gens qui auraient été contaminés. C'était aussi l'argument qui était utilisé par le Royaume-Uni avant le virage à 180 degrés opéré à la mi-mars. On disait aussi qu'il fallait, avec cette herd immunity, laisser filer la contagion pour que le plus de gens possible soient atteints et qu'on atteigne une immunité de groupe de cette manière-là. Cet argument est évidemment très très controversé parce que déjà on n'est pas sûr que quelqu'un qui a eu la maladie est effectivement immunisé pendant plusieurs mois. Ça, on a encore beaucoup de doutes là-dessus. C'est controversé aussi parce que ça implique évidemment d'accepter un certain nombre de morts assez rapidement, même beaucoup de morts assez rapidement. On ne sait pas combien, mais en tout cas beaucoup plus que si on met des mesures de distanciation sociale plus strictes. Mais pour les Suédois, l'idée c'est de dire que finalement c'est un peu le seul moyen parce que un vaccin c'est des années avant d'être diffusé massivement à la population et qu'il n'est pas possible de tenir sur une très très longue durée un confinement très strict pendant longtemps. Et que par ailleurs les morts qui ont lieu aujourd'hui sont des morts qui ne pourront pas être évitées demain lors d'une deuxième vague, troisième vague épidémique. Alors, cet argument, il est surtout porté par un homme du nom de Anders Tegnell, qui est à la tête de l'Agence gouvernementale de la santé en Suède. Et c'est lui qui, en fait, est en quelque sorte l'architecte de la stratégie suédoise. Ce n'est pas un homme politique, ce n'est pas le Premier ministre, c'est cette agence, cette administration qui est en charge des grandes décisions en matière de santé. Pour Tegnell, l'immunité grégaire est effectivement l'argument central, mais il y en a d'autres. Il y a cette idée que le système de santé suédois est solide et peut tenir la charge, que les Suédois sont bien suivis et ont confiance dans leurs institutions médicales. Effectivement, pour l'instant, il n'y a pas eu d'engorgement des hôpitaux suédois qui ont été capables de voir venir et de traiter les personnes qui devaient être traitées. L'argument de Tegnell, il y en a d'autres, enfin il y a d'autres arguments qui sont mis en avant. Il y a aussi cette question du nudge. Le nudge, vous savez, c'est l'économie, c'est ce dont parlent les économistes comportementaux. Donc c'est l'idée que en fait, il faut prendre des arguments de comportement et que en fait traiter les gens en adultes responsables en leur faisant des recommandations sur la distanciation sociale, eh bien c'est aussi efficace que de prendre des mesures plus coercitives et de les forcer. C'est un petit peu comme cet argument que l'on a dans les débats sur la parentalité où on dit que voilà, des parents trop sévères vont en quelque sorte pousser à la transgression par des interdictions trop fortes, là où un plus grand laxisme va en fait permettre de responsabiliser plus vite les enfants. Il se trouve que cet argument sur la responsabilisation des enfants, elle rencontre aussi un écho fort chez les Suédois, elle est très présente dans la culture suédoise. Et là, il en va de même pour toute la population. C'est de dire que finalement, les Suédois doivent être traités en adultes responsables et on peut leur faire confiance. Et du coup, les recommandations, en fait, ont un effet qui n'est pas tellement plus faible que l'effet que peuvent avoir des mesures plus strictes et plus coercitives. Et le fait est que la distanciation sociale est relativement suivie en Suède. Elle est quand même forte, il y a beaucoup moins de trajets, il y a beaucoup moins de monde dans le métro, il y a beaucoup de gens qui télétravaillent et ainsi de suite. Enfin, l'argument le plus fort, c'est l'argument économique, c'est de dire que le confinement a un coût économique beaucoup trop lourd pour toute la population et que là, sans confinement, le rebond économique sera meilleur, sera plus rapide. Donc il y a certes un ralentissement à cause de l'épidémie, mais ça reprendra un peu plus vite.
Alors pourquoi Anders Tegnell a-t-il pu développer cette stratégie si différente des autres pays? Quelles sont les explications sur les grandes différences suédoises? Il y a d'abord des explications culturelles qui sont mises en avant. On dit que dans la culture suédoise, l'élément de confiance est très fondamentale, qu'il y a une confiance plus forte dans les institutions, il y a une confiance plus forte des Suédois les uns vis-à-vis des autres, il y a un attachement fort aux libertés fondamentales. Le fait est qu'en matière de management, par exemple, dans les entreprises suédoises, même bien avant la pandémie, en fait, il y a un management qui est assez horizontal. On fait confiance aux employés, aux salariés, il y a beaucoup plus de flexibilité et il y a déjà beaucoup plus de télétravail, même hors pandémie. Finalement, pas tellement besoin de les forcer à télétravailler. Les Suédois sont déjà très massivement en télétravail. Il n'y a pas la culture du présentéisme que l'on connaît en France. Les autres raisons mises en avant sont des raisons plus politiques ou en tout cas institutionnelles. Il y a une très forte indépendance de l'administration en Suède et notamment de cette agence de la santé dont Tegnell a la charge, qui est comment dire, détachée du pouvoir politique, en tout cas qui n'est pas sous la coupe des ministres et d'un pouvoir politique changeant. Il y a aussi cette idée que la constitution suédoise ne prévoit pas un état d'urgence en temps de paix et que donc constitutionnellement, les mesures de l'état d'urgence d'un confinement strict ne sont pas possibles. Peut-être aussi que le Premier ministre Stéphane Löfven, qui est un ancien syndicaliste qui vient du monde de la métallurgie, qui est à la tête d'une coalition social-démocrate, peut-être content de laisser cette agence gouvernementale prendre des décisions qui, du coup, ne l'affectent pas lui politiquement, avec cette idée que ce sont les experts qui sont aux manettes. Et puis, venant d'un syndicaliste, on peut penser aussi que la valeur travail est absolument fondamentale et qu'il s'agit de surtout ne pas empêcher les Suédois de travailler quand ils le peuvent et quand ils le doivent. Mais on ne peut pas s'empêcher, dans le cas suédois, de se demander aussi s'il n'y a pas derrière tout cela un petit fond d'idéologie eugéniste, avec cette idée que la survie des plus forts est finalement souhaitable pour la santé du groupe. Puisqu'on parle tout le temps des jeunes gens en bonne santé, on leur dit les jeunes gens en bonne santé finalement n'ont pas trop de soucis à se faire, ce sont surtout les plus vieux et les plus vulnérables qui seront touchés et le groupe dans sa totalité s'en sortira. Et l'eugénisme a une histoire assez lourde en Suède, bien au-delà de la Seconde Guerre mondiale et de la période où l'eugénisme était très en vogue chez les nazis. Eh bien, il y a eu des cas de stérilisation forcée de personnes avec des maladies mentales en Suède. Cette idéologie eugéniste, elle a participé même au développement de l'État-providence suédois. Elle explique aussi une relative difficulté face au choc culturel que représente l'arrivée d'un grand nombre d'immigrants de cultures différentes, un grand nombre d'immigrés de cultures différentes. Voilà, donc ici, dans le cas présent, il n'y a pas d'euthanasie, évidemment, il n'y a pas de discours ouvertement eugéniste, mais simplement, en fait, l'argument qui consiste à dire que la vigueur de l'économie et l'emploi, notamment des jeunes, compte davantage que quelques mois ou quelques années de vie de personnes âgées, eh bien finalement, cela relève d'une manière ou d'une autre d'une idéologie eugéniste. J'en ai fini pour ma synthèse sur la Suède. N'hésitez pas à laisser des commentaires et puis surtout à vous abonner à la chaîne Nouveau Départ. Merci.